bien voilà, bonsoir. Dernier débat de cette deuxième journée de Medfeld 2018. 10e anniversaire. La fête, c'est tout à l'heure, jusqu'au bout de la nuit, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, nous passons aux prévisions de production melon. Alors, pour en parler, j'accueille d'abord Catherine Tossy de l'Aprel. Bonsoir Catherine. Myriam Martineau qui représente le comité, le Centre-Ouest. Bonsoir Myriam. On prend le micro et on dit bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Bernard Miozot de l'association interprofessionnelle Melon. Bonsoir Bernard. Ditaïem. Bonsoir Ditaïem. Jérôme Josserand pour le Sud-Est. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Et Bernard Boredon pour le Sud-Ouest. Bonsoir Bernard. Et bonsoir. Vous avez un message à nous faire passer oui. de par rapport. D'habitude, on a 3 Bernard et là, il n'y en a que 2. Et cette année, on a essayé de faire différent. Alors, il y a Bernard Chiron qui s'excuse. Il aurait bien voulu participer à cette réunion, mais il n'a pas pu venir. Donc, il s'excuse et donc, ce sera pour l'année prochaine. On le remercie. Voilà. On pense à lui et on lui Tout fait à un fait. petit coucou par les médias sociaux. Alors, on va commencer tout de suite par les prévisions. Donc, c'est le boulot de Catherine. Catherine, elle y va. C'est toi qui as le diaporama, pic. Voilà. Voilà. On y va. Donc bonjour, je vous présente les prévisions de plantation melon donc pour cette année 2018, en commençant par le Maroc. Donc le Maroc, il y a des productions sous serre et en plein champ, comme vous savez. Donc au niveau des prévisions de plantation, elles sont retranscrites là sur la carte du Maroc. Donc en commençant par le sud, la région de Dakhla, 250 hectares de Charente et Vert. Donc ce qu'il faut dire pour le Maroc, c'est que les surfaces sont stables cette année. Donc c'est quand même, l'année dernière, elles étaient aussi à peu près stables, mais c'est quand même, comment dire, un peu exceptionnel après plusieurs années de hausse des surfaces. Donc la région d'Agadir, il n'y a plus beaucoup de surface, une cinquantaine d'hectares. Ensuite, on a la région de Marrakech qui est la grosse région de production avec 1100 hectares. Dans cette région, il y a de plus en plus de surfaces couvertes par des grands abris. Et puis tout au nord, la région de Kénitra, 150 hectares, là c'est à peu près stable aussi, des petites surfaces. Voilà donc au niveau des surfaces. Au niveau de l'état d'avancement des cultures, je parlerai rapidement de Dakhla. Sur cette région, les récoltes ont commencé fin février et elles sont encore en cours. Le pic a eu lieu vers la fin mars au moment de Pâques. Voilà, donc on est sur la fin. La région de Marrakech, qui est la grosse région de production, donc je vous ai dit que les surfaces étaient stables avec davantage de serres, donc qui prennent la place du plein champ. Le créneau de production visé, c'est le mois d'avril, donc une certaine précocité. Mais les conditions climatiques n'ont pas permis de répondre à cet objectif de précocité, donc qui explique aussi pourquoi il y a de plus en plus de serres. Donc on a eu des pluies fin décembre, début janvier, des gelées encore jusqu'au 25 mars, beaucoup de vent. Donc des cultures hétérogènes et en retard. Donc ça veut dire qu'on va avoir un peu d'origine sur le mois de mai aussi. Voilà. Au niveau des abris, donc les tout premiers melons sont arrivés début avril, mais les quantités augmentent peu de semaine en semaine. Donc pour l'instant, il y a du petit calibre et puis des rendements moyens, ce qui fait que les volumes sont moyens. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de melons présents sur le marché. Ça augmente de semaine en semaine. Le plein champ va arriver seulement fin avril, tout début mai. Donc avec du retard aussi et des cultures hétérogènes. Et le melon sera encore bien présent sur tout le mois de mai. Le melon du Maroc sera encore bien présent sur tout le mois de mai. D'accord. Donc voilà pour le Maroc. Du Maroc jusqu'à fin mai. Voilà. Voire début juin. Non, je ne pense pas, non. Je pense qu'en mai, quand même, on en aura terminé. Voilà. Alors, on passe à l'Espagne, j'imagine? Non? Peut-être d'autres personnes veulent rajouter des compléments. Excusez-moi. Oui. Jérôme, vous voulez un commentaire sur le Maroc? Oui. Non, moi, je vois le pic plutôt 15-20 mai. Donc il y a avoir un peu de melon de Maroc au mois de juin, oui. Ouais. Bernard?
Je ne suis pas producteur au Maroc, donc j'ai du mal à ajouter quelque chose. Oui, mais vous si- sentez la au situation. Au niveau global, je pense que ces dernières années, les surfaces du Maroc est diminué, ça peut être stabilisé, et le Maroc augmente, et l'Espagne augmenté. Il y a peut-être une stabilisation dans les deux pays, et voire peut-être une inversion ensuite. Je sais pas. On va voir quand on va passer à l'Espagne. Jérôme, une chose à ajouter, non? Myriam? Bon, allez. Alors on passe à l'Espagne. On continue donc avec l'Espagne. Hop. Voilà. Voilà l'Espagne, essentiellement du plein champ. On Oui, est 2018, oui, voilà. Hop. Oh, c'est pas grave. Bon, il y a une légende qui n'a Voilà, pas été c'est pas corrigée. Je vois que tu as l'œil. C'est très bien. C'est très bien. Ce sera retenu sur votre salaire et comme il est très faible, ça ne fera pas beaucoup. Allez, on continue. Donc les prévisions de melon pour l'Espagne. Donc la région la plus précoce, c'est la région d'Almeria avec environ 300 hectares de Charentais vert. Donc ça, c'est une production qui diminue aussi d'année en année, qui n'a pas beaucoup d'influence sur le marché du Charentais jaune. Les régions de production du Charentais jaune, donc il y a la région de Malaga-Séville avec environ 500 hectares assez stable. Et la région de Murcia-Alicante est stable aussi, donc on a aussi une stabilité des surfaces sur l'Espagne, ce qui est quand même exceptionnel après plusieurs années de hausse relativement importante jusqu'il y a 2 ans. Donc 3800 hectares sur la région de Murcia-Alicante. Ce qu'il faut dire sur cette région dont on parle un peu plus parce que c'est la grande région de production, c'est que les plantations ont été quand même plus concentrées. Donc il y a des soucis d'approvisionnement en eau sur cette région de Murcia-Alicante. Donc les plantations ont été concentrées pour avoir des récoltes sur les mois de mai et juin. Voilà, on parle qu'il y aurait moins de récoltes sur les mois de juillet et août. Donc sur les calendriers, on pourrait dire, où le melon français est très présent. Donc voilà. impacté par les problèmes d'eau. Voilà, impacté par les problèmes d'eau. Et alors, on n'a pas la boule de cristal, mais pour les années à venir, ça va forcément s'aggraver cette situation. L'eau va rester rare. Non. Alors, excusez-moi, le micro bleu, voilà. si, c'est bon. Les Merci. problèmes Allez-y. d'eau dans les deux sens, hein, Oui. c'est-à-dire un cumul trop important sur la région de Malaga et Séville et un manque d'eau sur la région de Murcia-Alicante. Mais c'est conjoncturel ou ça peut devenir structurel et C'est une vraie réflexion. Ouais. Ouais. Bernard? Il est vrai qu'en Espagne, on entend même pour d'autres fruits et légumes, la problématique de l'eau pour l'irrigation agricole devient une difficulté. Mais il y a des régions d'Espagne où il y a suffisamment d'eau dont la production des fruits et légumes peut se déplacer. Pour le melon, ça n'est pas encore le cas. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, les surfaces en Espagne ont augmenté. Cette année, ça s'est stabilisé, l'année dernière aussi. Donc il y a peut-être une modification. C'est peut-être une modification qu'il va y avoir. Donc à suivre dans les années à venir. On continue, Oui, Catherine? c'est pas plus mal peut-être que chaque région se concentre aussi sur la période de production qui lui correspond le mieux. En raison de son climat, en raison de chaque région, de ses contraintes. On pourrait revenir aux fondamentaux de l'agriculture finalement. C'est mon commentaire. Ça On va pas n'engage être que d'accord là. Donc, Allez, on continue. Au niveau de l'état d'avancement des cultures, donc parce que là j'ai parlé des surfaces, au niveau de l'état d'avancement des cultures, en Espagne, donc on a eu un climat peut-être assez froid quand même, bon moins froid que chez nous, moins froid qu'au Maroc, mais quand même assez froid, et puis surtout des épisodes de vent, donc des cultures qui sont moins en avance que l'année dernière, puisque l'année dernière c'était une année de forte précocité, et aussi avec une certaine hétérogénéité sur les cultures précoces. Donc on a pour l'instant peut-être les premiers fruits qui vont arriver début mai, un peu plus de production vers le 8-10 mai, mais le gros de la production va arriver seulement vers le 20-25 mai. Sur les cultures les plus précoces, on annonce des volumes faibles et des petits calibres. Donc sur le mois de mai, une production présente, mais
pas trop importante et une production plus importante à partir de la dernière semaine de mai et sur juin. Voilà. Sur juillet, j'ai dit qu'on annonce moins de production, mais il peut encore y avoir des plantations. Il y a peut-être encore des plantations en cours. Voilà, le melon, ça va vite. Hein, c'est pas comme les arbres fruitiers, donc ça peut changer encore. Prudence encore. Voilà. Un commentaire, Jérôme? Oui, il est évident que, en tout cas, les rendements seront faibles à Marrakech, les rendements seront faibles sur le melon précoce en Espagne. Ça, c'est une évidence, et avec une prédominance plutôt petit calibre. Voilà, sur les deux bassins. Ensuite, sur les plantations, oui, il y a encore des plantations actuelles sur la région de Alicante. Donc, risque quand même de... Il n'y a pas de risque, c'est un constat. C'est un constat. D'accord. Bernard? L'essentiel a été dit, c'est-à-dire que mai, juin, il n'y aura pas pléthore de melons. Donc, il ne faut pas faire baisser les prix, au contraire. Il faut les monter. Le melon va être cher, mai, juin. Voilà. Amis distributeurs, voilà, le message est passé. On continue, Catherine? Donc, on peut continuer avec la France. Pour la France. Oui? On s'entend plus, si? Si. Ah, pardon. Non, mais j'y vais. Oui. Pour la France, donc ce qui se passe en France, c'est qu'on a une baisse des surfaces, donc une baisse relativement importante, ce qui est un petit peu remarquable et peut-être historique. Hein. Bon, c'est pas non plus étonnant après la mauvaise saison 2017. Donc la région sud-est, si on décompose par région... La baisse totale pour le pays, c'est de combien? Parce qu'on a je reprends par région. Pardon. Donc sur le sud-est, on a des surfaces stables avec 5700 hectares. Le sud-ouest baisse de manière relativement importante avec 2800 hectares. Et le centre-ouest enregistre une légère baisse avec 4300 hectares, ce qui fait un total France de 13 050 hectares. Ce qui nous fait une baisse de 900 hectares par rapport à mes chiffres, qui étaient des chiffres de fin avril 2017. Alors si on demande à chaque bassin de commenter cette baisse ou on avance? Je peux faire un petit commentaire et puis vous compléterez. D'accord. Hein, donc ce qui est un peu remarquable dans cette année, c'est que depuis mars et jusqu'au 15 avril, on a eu un climat très difficile. Donc toutes les plantations précoces ont été perturbées dans tous les bassins de production. Donc dans le sud-est, les melons sous abri ont été plantés à peu près normalement, mais les melons sous chenille, il y a eu du retard dans la plantation. Ensuite, on a eu du froid début avril, donc les melons sous grands abris ont poussé lentement et les melons sous chenille sont en retard. Voilà. Dans le centre-ouest et le sud-ouest, où les plantations sont plus tardives, il y a eu aussi énormément de pluie, donc les plantations sont à jour aujourd'hui, mais ont été faites dans des conditions assez difficiles avec des sols relativement gorgés d'eau. Voilà, donc comme on est en retard, la nouaison n'a pas commencé dans les productions sous chenille, donc c'est vrai que tout le climat des mois à venir va être déterminant pour déterminer les volumes et les périodes d'entrée en production de chaque région. Donc ce qu'on peut déjà dire sur les régions précoces, c'est que les abris chauffés arriveront début mai comme d'habitude. Les abris froids, les plus précoces peut-être dans les régions les plus méridionales au 15 mai, mais le gros vers le 20 mai. Donc ça, ce sont des petits volumes de production puisque ce sont les grands abris. Les volumes français augmentent avec l'arrivée des chenilles, donc qui sont en retard et je ne pense pas qu'on puisse rattraper tout ce retard et on annonce à ce jour une production conséquente plutôt à partir du 20 juin. Voilà, du 20 juin. Pas conséquente. Une entrée en production sous chenille à partir du 20 juin. Voilà. Catherine, c'est bon? Oui, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Je peux faire la conclusion? Ou on demande à chaque bassin de commenter. On peut revenir sur la carte de France pour que chaque bassin puisse... voilà.
Donc on va commencer par le sud-est, Jérôme. Donc Le sud-est est stable. surface stable. Ouais, confirmation le sud-est est stable avec une différence suivant les deux régions qui sont Bien en Languedoc et face. Provence. Hein. Voilà, une différence suivant les deux régions, Languedoc ou Provence, mais sur le total c'est stable, oui, tout à fait. On passe au sud-ouest. Alors, le sud-ouest, depuis Donc il est en baisse. les 2 dernières années, c'était stable. L'année dernière, en 2017, il y a un expéditeur qui a arrêté sa production de melons. Donc, il y a eu de nombreux hectares en moins. Il y a d'autres expéditeurs qui ont baissé leur surface, leur volume. Et donc, le sud-ouest, ça doit faire 400 à peu près hectares de moins par rapport à l'année dernière. Et il y a aussi et les petits producteurs, comme dans le Quercy, les surfaces sont stables. Donc, c'est plutôt au niveau des expéditeurs qui ont baissé, parce que l'année dernière, finalement, économiquement, c'était assez difficile pour nous. Donc conséquence de la campagne 2017. Et Myriam pour le centre-ouest, donc en baisse aussi. Oui, en légère baisse. Effectivement, 2017 a aussi été très compliqué pour le centre-ouest l'année dernière. Donc les baisses sont générales. Il n'y a pas de gros opérateur qui a arrêté côté centre-ouest par opposition au sud-ouest. Donc si j'ai compté, on m'a dit moins 900, il y en a moins 400 dans le sud-ouest, donc c'est moins 500 chez vous. C'est ça? Non, c'est moins 200, moins 200-300 chez Ah le oui, centre-ouest. voilà, c'est ailleurs les autres. Non. Il y avait moins de C'est dans 900. le sud-ouest qu'il y en a le plus, et voilà. Donc, Vous avez dit moins 400. oui, mais 400. ça Comment on arrive à 900 alors? Non, je vous taquine. Non, mais je sais que tu taquines. Dans le sud-ouest, il y en aura moins. Voilà, donc Ouais. c'est essentiellement au niveau des expéditeurs qui ont arrêté. Un qui a arrêté. Ouais. Mais c'est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas assez de melons pour le mois de juillet, août. Parce que les surfaces, au niveau France, il y a 900 hectares de moins. Mais les rendements seront peut-être supérieurs à l'année dernière, peut-être pas, mais peut-être inférieurs, on ne sait pas. Et ensuite, tout peut arriver à partir du 15 juillet jusqu'au 15 septembre. Enfin, le climat est devant nous, quoi. On ne sait pas trop ce qu'il y en est. Et tout n'est pas planté. Il n'y a que 35% de les surfaces qui ont été plantées. Hein. Parce que tout va se planter au mois de mai et juin. Ça fait qu'un mois qu'on plante à peu près, un mois et demi. Myriam, oui. Par rapport aux plantations, donc dans le centre-ouest, effectivement, donc la Vienne et les Deux-Sèvres n'ont pas été touchés par le mauvais temps de mars et avril, donc eux vont poursuivre leur planning de plantation comme une année normale. Par contre, la Vendée et la Charente-Maritime, là où se fait le melon précoce du centre-ouest, a été touché par le mauvais temps avec des pertes de plants. Du fait qu'on ne pouvait pas planter, donc il y a eu des destructions de plants au niveau de la pépinière. Et le peu qu'on a réussi à planter en mars et début avril, il y a eu beaucoup de pertes dans les champs. Voilà, les plants ont été remplacés. Après, voilà, tout reste à faire. Un autre commentaire sur ces prévisions? Une question avant de passer à la campagne de communication de l'AIM. Oui. Alors, allez-y, Catherine, et puis je poserai ma question après. Donc la dernière diapo, c'est la conclusion. Je crois que ça a été dit, mais je voulais quand même reprendre Il à faut peu résumer. près, résumer ce qu'on voulait dire. Donc une baisse importante des surfaces, donc stabilisation des surfaces au Maroc et en Espagne, et donc baisse importante en France. Un climat difficile dans toutes les zones de production qui a entraîné du retard dans les plantations précoces, un calibre assez petit et des rendements moyens en entrée de production, au moins pour le Maroc, donc, qui arrive en ce moment, pour l'Espagne pour la fin mai, puisque c'est des cultures qui sont en cours et comme ça a été dit, on ne peut pas dire encore comment ça va être en France, puisque les nouaisons ne sont pas faites à ce jour. Voilà. Ce qui est important de dire, je crois, pour le marché, c'est qu'on va avoir un bon enchaînement des récoltes sans confrontation entre les différentes zones de production. Ça, c'est malgré le retard du Maroc, puisque le Maroc, comme j'ai dit, vise plutôt avril pour être précoce. Donc, sera là plutôt en mai, mais comme l'Espagne sera là plutôt en juin et le Sud-Est plutôt fin juin. Donc, on ne devrait pas avoir de confrontation des différentes zones de production liées à cette baisse des surfaces, au climat difficile et à tout ce qu'on a expliqué. Et le melon français devrait rentrer en production de manière relativement progressive. Voilà, tout est réuni pour que la saison 2018
soit très différente de la saison 2017. Eh bien, espérons. Est-ce qu'il y a un commentaire encore sur ces prévisions? Avant d'attaquer à la campagne de communication, une question à tout le monde. Alors, répond qui veut ou qui peut. La consommation, on en est où? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle progresse? Quelles sont les tendances? Est-ce que vous avez des informations, des chiffres, Bernard? Au niveau consommation, les chiffres qu'on a, ils sont délicats à être commentés. Parce que quand il y a un gros volume en France qui sont produits, les consommateurs le mangent. L'année dernière, il y a eu une grosse consommation de melons par rapport à l'année d'avant. Et les années où il n'y a pas beaucoup de volume produit en France, eh bien, le consommateur mange moins de melons. Donc c'est difficile à dire si le consommateur nous suit toujours, quoi. Tout le melon qu'on produit, il est mangé, il est consommé, il est surtout apprécié. Il y a 90% de consommateurs qui trouvent le melon qui sont très satisfaisants ou satisfaisants. Donc c'est le seul fruit d'été qui réconforte autant le consommateur. Donc le consommateur suit, mais pas le prix. L'année dernière, pas le prix. Bernard? Ce qu'il faut rajouter, qui semble important tout de même, c'est que l'année 2017, la campagne 2017 se caractérise par une mise en marché de très gros calibre, essentiellement. Donc le calibre 12, qui est en principe la référence sur le marché, on l'a vu bien sûr en 2017, mais essentiellement des calibres 11 et 9. Donc on avait des melons qui allaient jusqu'à 1,5 kg, 1,4 kg. Donc c'est énorme, puisque jusqu'à maintenant le consommateur est habitué à des melons qui tournent autour de 950, 1150 grammes. D'accord? Donc effectivement, il y a eu une meilleure consommation, mais peut-être qu'au lieu d'acheter 2 melons en calibre 12, ils se sont contentés de melons en calibre 9. Donc là aussi, c'est difficile à dire. Je pense que c'est le genre de mesure qu'il faut appréhender sur 2 ou 3 saisons consécutives. Voilà, c'est important à signaler. C'est une histoire de gros calibre. Un commentaire là-dessus? On attaque alors Bernard sur le plan de communication. Mais oui. C'est pas de la communication, c'est en fait, je voulais vous parler un petit peu du travail que fait l'AIM. L'association interprofessionnelle du melon. Le petit revolver. Ah, ben oui. Hop, à propos de calibre, il faut un revolver pour tirer... Les bonnes cartouches. Donc, je vais vous présenter un petit peu le travail de l'AIM depuis 2017 et donc ce que ça va donner en 2018. En 2017, l'AIM a mis en place 9... alors, attendez, que je me repère bien. C'est bon, là, regarde. Non. OK. 9, donc, voilà. l'AIM a mis en place 9 commissions. 9 groupes de travail. Et donc, je vais vous en définir les contours. On y verra également les membres qui constituent ces commissions et les objectifs pour celles qui ont travaillé. D'accord? Donc, la première commission, celle qui a été le plus mise en avant, celle qui a été la plus efficace parce qu'effectivement, elle a eu une réactivité très, très, très importante, c'est la commission client. Commission client, son rôle, donc j'ai repris les termes qui ont été admis par l'Assemblée générale du 27 novembre 2017. Le rôle de cette commission client, c'est de mettre en place les rencontres avec les acheteurs de la grande distribution pour la préparation des campagnes et la présentation des bilans. Alors, c'est facile de le dire. On est bien d'accord, quand on parle client, c'est les acheteurs, c'est pas les consommateurs. Tout à fait, les acheteurs. Deuxième point, c'est rédiger les communiqués de presse et toutes les actions de communication qui concernent la filière melon. C'est important aussi parce que depuis quelques années, on voit un certain nombre de communications qui se font, alors plus ou moins maîtrisées, et qui parfois sont préjudiciables. Commission client, elle a un rôle bien défini avec les acheteurs, et on verra la commission suivante, qui va être la commission communication. Mais avant de passer à cette commission communication, on va regarder ce qu'a fait la commission client. Et le bilan tel qu'il a été présenté, pareil, à l'Assemblée générale du 23 mars 2018 à Cavaillon, donc il n'y a pas très longtemps, cette commission client, elle a assuré une rencontre avec les acheteurs de la grande distribution le 1er février 2018. Et lors de cette rencontre, il y a une dizaine d'enseignes qui s'étaient déplacées, avec qui nous avons échangé, partagé. On a évoqué tout un tas de problématiques d'une campagne melon. Et donc, il en est sorti des choses assez positives. Des propositions qui émanent aussi bien des acheteurs que des professionnels du melon. Et c'est en cela que c'est positif. Et donc, il a été noté une réelle volonté de construction de la part de Laval, avec des propositions concrètes, ainsi que des demandes de participation à certaines commissions de l'AIM. Et c'est ce qui est important, c'est que les acheteurs ont dit, c'est du bon boulot, est-ce qu'on peut aussi prendre part à la réflexion? Donc, ils seront intégrés
à certaines commissions, comme la commission client par exemple, éventuellement. Donc les acheteurs demandent à vous rejoindre et vous dites OK. Oui. Alors j'ai mis en avant une idée, mais d'autres ont été notées. Par exemple, on va sérieusement réfléchir et très très rapidement à un système de couleurs pour la prévention des crises. Nous avons des réunions hebdomadaires pour recenser un petit peu la situation au melon. Faire un point de situation hebdomadaire du melon, c'est important parce qu'après, quand il faut restituer, il faut déjà synthétiser tout ça et le restituer pour donner une analyse la plus pertinente possible. Il est bien évident que plus on a d'informations par le grand nombre d'opérateurs qui se connectent à ces réunions, plus la pertinence est grande. Et donc on pourra peut-être, je ne dis pas prévoir, mais essayer de deviner si des crises se présentent. Et on sait pertinemment que quand on a un niveau d'information très pointu, on peut arriver à ce genre de choses. Alors Jérôme veut intervenir. Oui, c'est pas simplement un système de gestion de prévention des crises, hein, c'est simplement également un système de prévention des futurs apports. Donc qu'ils soient positifs en surproduction ou en sous-production. Donc ce sera un système de couleurs qui permettra de prévoir les 3-4 prochaines semaines de production. Alors je vais être indiscret, mais vous savez que c'est compliqué de communiquer des volumes, des prix, comment? Non, non. Oui, c'est pour ça que je pose la question. On parle que de volume. Oui. Voilà, on met des couleurs, voilà. On feu parle, vert, feu rouge, feu orange. Très difficile d'être... On parle bien de simplement le disponible appréhendé sur les 3-4 prochaines semaines. Donc juste un spot rouge, attention. Tout à fait, ça on va essayer de mettre, d'ailleurs on va le mettre en place et on va essayer de voir quelle est la pertinence de ce travail-là, mais c'est une demande des acheteurs. Et c'est vrai qu'au niveau des professionnels aussi, il est intéressant, lorsqu'on communique sur ce thème-là, on va se donner les moyens de mieux passer ce cap de la crise, parce que tous les ans il y en a, et puis on ne sait pas le gérer de façon collective. Voilà. Jérôme? Oui. Je sais pas. Oui. Bernard, arrête de parler simplement de crise. Encore une fois, ça peut être aussi sous une sous-production. Alors, oui. Si demain je dois mettre des couleurs sur la période du 1er juin au 20 juin, je mettrai une couleur, je ne sais pas laquelle, mais qui va dire plutôt qu'on est en période de sous-production. Voilà, oui. En France. Voilà. Ok. Oh, c'est vrai. je vois les choses en gris. Bon. Myriam, pardon. Myriam, allez-y. C'est vrai que ça arrive tellement rarement, la sous-production, qu'on parle plus de surproduction. Oui. Mais ça peut arriver. Et apparemment, cette année risque effectivement d'être confronté à certains moments de sous-production. Ok. Bernard, alors on continue. Je continue sur ce qui vient d'être dit. Cette année, je sais qu'il y aura une petite pastille verte sur les semaines du mois de juin. Vert très clair. Voir. Je suis pas sûr que ça soit vert. Hein. Vert, ça veut dire que tout va bien. Donc faut blanc, pas qu'on mette voilà. Gris, gris clair. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, et ça a été précisé tout à l'heure, fin juin, début juillet, on risque effectivement de retrouver des apports qui seront assez conséquents, avec une progression qui est plus ou moins importante. Donc, ça, c'est la météo qui sera maître en la matière, hein, d'accord ? Donc, et encore une fois, ce système de couleurs, c'est un des exemples que j'ai mis en exergue, mais il y en a d'autres. D'autres idées ont été émises par Laval lors de cette rencontre du 1er février. Sur la droite, je vous ai mis les noms des personnes qui participent à cette commission. Donc, et vous avez en rouge et gras le rapporteur de la dite commission, d'accord ? Ou président de la commission. Voilà, donc... Après cette commission client, on a mis en place une commission communication. Son rôle, c'est de se tourner vers les médias et d'être l'interlocuteur privilégié pour faire passer les messages de la filière. D'accord ? Et bien sûr, au seul profit de la collective. Cette commission communication, elle aura pour second objectif de développer et de tenir à jour un argumentaire qui sera tourné cette fois-ci vers tous les opérateurs et les acheteurs. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui faire savoir ce que fait l'AIM. Parce que un double rôle vers la presse et vers les professionnels. Oui, tout à fait. Voilà, donc cette commission communication, bon, il y a 4 membres, donc c'est Jérôme qui en est le rapporteur toujours.
Cette commission, donc, elle s'est réunie et aujourd'hui, au niveau de son travail, il a été décidé de mettre en place une newsletter pour, comme je le disais, vite contacter les acheteurs et tous les opérateurs de la filière melon pour leur faire reconnaître un petit peu le travail de la LIM. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça semble important parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont en attente de ce qu'on fait. En gros, des questions du style à quoi vous servez, à nous de donner une réponse avant que la question soit posée. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se bougent au niveau de la filière et puis il faut le faire savoir. Banque de données melon. Alors, BDM. cette commission, Ou BDDM. elle est particulière. Son rôle est de mettre en place une convention de partenariat avec le laboratoire, le SCL de Pessac, pour la mise en place d'une banque de données melon. Alors, c'est quoi le laboratoire Alors, le laboratoire de Pessac, c'est un laboratoire qui est dédié au service des douanes et au service des fraudes. Et l'idée a été donnée par le service des fraudes de la région centre-ouest de dire qu'aujourd'hui, en analysant un melon, ils sont capables d'arriver ou de remonter jusqu'à son origine. C'est leur objectif, leur projet. Et donc, ils ont demandé un partenariat un partenariat de financement pour mettre en place justement cette banque de données. Donc, ils vont faire tout un tas d'analyses sur les isotopes, etc. Et vont essayer de terminer, de trouver quel est le meilleur indicateur pour trouver justement toutes ces anomalies sur l'origine. Donc, on ne sait pas du tout où on va, mais je pense que la filière a jugé utile d'être partenaire de cette démarche parce que si effectivement on n'aboutit à rien, ce n'est pas la peine de continuer. En fait, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle la francisation, non ça servira essentiellement à ça. Encore une fois, un certain nombre de lots de melons seront analysés par région. Donc on va appeler ça une photographie. C'est comme ça qu'on va monter une banque de données. Mais donc je saurais si le melon il vient du Lot ou alors les des analyses de melon qui sera pris au hasard dans la nature, elles donneront aussi une photographie et on regardera vers quelle photographie de la banque de données elle se rapproche le plus. D'accord ? C'est une indication. C'est une indication, tout à fait. Cette démarche-là n'a pas pour objectif de mettre des PV puisque juridiquement ça ne tient pas la route. D'accord. Par contre, elle va conforter le service des fraudes dans sa recherche de francisation. Ok. Donc, le service des douanes, le laboratoire de Pessac a demandé un partenariat au niveau de la filière melon, donc qui a été accepté, validé en Assemblée générale. Et l'objectif de cette commission a été de mettre en place cette fameuse convention pour bien délimiter qui fait quoi et dans quelle mesure on peut contrôler la bonne application de ces choses-là. Donc là, on attaque pour la campagne à venir ou pas? Alors les prélèvements vont commencer, d'accord. Cette année 2018, c'est uniquement on fait des prélèvements et on les passe à la moulinette. On regarde ce que ça donne. On enrichit la banque de données. On crée la banque de données. C'est à partir des prochaines campagnes qu'on pourra faire des comparaisons. Et dans 2 ans, on pourra aller dans la nature, prendre un melon. Et on dira... On le passera à l'analyse et la photo qui donnera cette analyse, on la regardera, on la comparera aux autres. D'accord. C'est tout aussi simple que ça. Ok. Voilà, donc... Ça c'est fait. Non, c'est pas fait. Donc, alors, le bilan de cette commission, puisqu'elle s'est réunie, donc elle a mis tout un tas de place, bilan très positif. Elle a mis en place une convention donc, de partenariat avec le labo, donc ça c'est clair. Cette commission, elle a présenté la convention au conseil d'administration du 29 mars qu'il a validée. Et donc, la convention étant validée, elle est en attente de signature par les parties prenantes. OK ? La composition de cette commission, donc vous l'avez là, c'est Madame Monsoret, SCA de Ménac, qui en est... la responsable. La responsable, voilà. La rapporteure, ça fait pas bien. Ensuite, une autre commission qui a été activée,
qui s'est réunie, c'est la commission production éco-responsable. Donc là aussi, on s'est vite aperçu depuis quelque temps que c'est une nécessité d'aller vers ce genre, vers ces thématiques-là. C'est une obligation incontournable qui est de plus en plus demandée par le marché. Donc à partir de là, c'est Julien Godet qui en est le rapporteur de cette commission et qui a travaillé avec Bernard Bourdon. Et donc le bilan de cette commission, ça a été effectivement de solliciter l'avis du conseil d'administration de l'AIM, donc l'avis de la filière, pour savoir si la notion de production éco-responsable doit s'en tenir au strict périmètre des préoccupations environnementales, ou bien est-ce que cette notion doit intégrer des niveaux qualitatifs comme les variétés, les types commerciaux, etc. C'est quand même deux choses assez différentes. Et donc le conseil d'administration a répondu qu'on s'en tient uniquement aux préoccupations environnementales, parce que l'objectif de cette commission, c'est de rassembler le plus grand nombre. Donc ça va se traduire comment c'est des préconisations de pratiques, de bonnes pratiques pour les adhérents, Bernard? Les chartes existent déjà dans d'autres filières, donc ça sera le même style charte. En fait, c'est surtout écrire ce que nous faisons déjà, parce qu'éco-responsable, on n'a pas attendu que le consommateur se réveille un matin. Mettre des ruches dans nos exploitations, on n'a pas attendu qu'on le fait déjà, mais c'est écrire déjà, répertorier tout ce qui se fait, l'écrire et mieux le gérer, et donc faire une charte, et ensuite les gens qui veulent y adhérer le mettront, et nous on le mettra en avant par rapport aux vendeurs, aux acheteurs. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même un label à la fin? Bien sûr, oui, mais pas un label officiel. Voilà, c'est comme on connaît les vergers éco-responsables. Voilà, c'est ça, voilà. C'est dans le même style. Avec une démarche de progrès, c'est-à-dire quelqu'un va dire moi je suis prêt à aller, mais il y a ce point qui est négatif, bon d'ici 2 ans je vais le faire. Voilà. C'est l'intérêt de toute l'agriculture française, et donc les melonniers le faisaient, mais là on va l'écrire, parce qu'on n'a pas attendu, on le faisait. La démarche de progrès, on le faisait. Voilà. C'est vraiment l'écrire et communiquer dessus. Voilà. Bernard, on continue? Alors on continue. Donc une autre commission qui a été mise en place, c'était la commission qui a été baptisée éthique de la filière. Et donc son rôle, il a été défini de la façon suivante. Ce groupe de travail aura pour mission de mettre en place les outils de détection et prévention des anomalies pouvant être constatées sur le terrain. Alors Quesaco, une anomalie? Quesaco, une anomalie. Une anomalie, ça peut être... C'est quelque chose qui n'est pas normal, je sais, mais à part ça. Ça peut être une erreur sur l'origine, ça peut être une erreur sur le calibrage, ça peut être beaucoup de choses qui ne sont pas conformes au respect de la norme CE FEV23 qui nous oblige, parce qu'on marque la catégorie 1, à respecter un certain nombre de préconisations. D'accord ? Voilà, donc cette commission éthique, elle réunit 4 membres. Elle s'est réunie, je crois, 2 fois. Et donc le bilan de cette commission, il y a eu une redéfinition, si vous voulez, du champ d'action. Donc cette commission éthique se veut le garde-fou des bonnes pratiques commerciales en interne de la filière, ce qui est important. Donc faire savoir au niveau des acheteurs, au niveau des grossistes, des centrales d'achat, que la filière elle est capable d'être son propre gendarme, ça me semble important. Et ça semble surtout important au niveau des professionnels. Et donc 3 domaines de vigilance ont été retenus. Des anomalies suspectées sur l'origine, donc là ça répond à la question que tu posais Olivier. Anomalies suspectées sur le type commercial ou fausse information communiquée au sein des commissions de l'AIM. Donc par exemple, c'est vrai qu'au niveau des réunions hebdomadaires, il y a des opérateurs qui peuvent donner des informations qui ne sont pas forcément vraies. Donc là c'est corrigé, voilà. Le périmètre d'action de cette commission, elle est capable de quoi? Donc elle peut être saisie par tout opérateur en règle avec l'AIM. Elle a la capacité de demander l'intervention de l'animateur de l'AIM ou de l'animatrice en vue de missionner donc cet animateur pour des investigations plus poussées. C'est-à-dire que dès l'instant où une anomalie est détectée, on va demander à l'animateur d'aller faire une vérification, savoir ce qui s'est passé. Donc c'est l'arbitre entre les adhérents? Ça se passe en interne. Voilà. D'accord. Entre vous, c'est la commission d'arbitrage. Tout à fait.
Et donc, dans ce cas-là, effectivement, cette commission éthique, elle est habilitée à prendre toutes les mesures utiles d'information, de recadrage, de contrôle et éventuellement de sanctions. Donc on Voilà. peut mettre des cartons. Tout à l'heure, il y avait des feux rouges et des feux verts. Est-ce qu'on peut mettre des cartons? Là, on mettra des cartons rouges. Voilà, ok. Voilà. Allez. Donc, Il y en a beaucoup de commissions si tu as- si- je crois qu'il en manque 3 encore. Hein. Donc une commission supplémentaire, commission technique, donc son rôle sera de définir et de coordonner les axes de travail qui sont déterminés aussi bien par les services techniques que commerciaux. D'accord ? Donc là c'est pareil, on a intégré dans cette commission les représentants techniques par bassin de production. Et donc un certain nombre d'opérateurs. Les semenciers ont également été associés à ce genre de commission. Parce que oui, ça semble important d'avoir leur réflexion. Je pense que ça fait souvent avancer les choses. Donc, une autre commission, c'est la commission dénomination du type commercial melon-charentais. Donc là, c'est vrai qu'on en parle souvent. Il était temps sans doute de réunir un groupe qui va réfléchir spécialement là-dessus. Donc son rôle sera de définir les avantages et les inconvénients de l'existant. Et puis si éventuellement il y a des velléités de changement, eh bien quelles sont les propositions à faire? Mais ça ne dépend pas de vous, ça. La dénomination melon charentais, Elle dépend de qui? Elle dépend de qui? de l'État. Non, l'État, il va faire ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'on va lui proposer, il vous, accepte. vous devenez naïf en, en vieillissant, cher Bernard. Oui. Non, mais blague à part. Ben, non, mais l'État, si on ne lui dit rien, il fait rien. Donc Oui. aujourd'hui, on a une réglementation qui oblige, si on marque la catégorie 1 sur un c'est colis, de melon respecter. charentais. Et la dénomination de vente, c'est melon type charentais. Ouais. D'accord. Il y a une dizaine L'idée, c'est d'années. de proposer autre chose. Il y a une autre chose, dizaine voilà. d'années, D'essayer. la section nationale melon avait proposé, puisqu'il y avait deux variétés différentes, bien différentes, c'était des charentais qui mûrissaient et qui restaient verts et des charentais qui mûrissaient qui étaient jaunes. Et donc on a fait la demande auprès de l'État et donc c'est allé au niveau de Bruxelles. Et il y a deux dénominations qui a été demandées par la section nationale melon, charentais vert et charentais jaune. Donc c'est possible. C'est possible. Mais il faut que ça démarre de la base, c'est pour ça. D'accord. On peut être un peu naïf, mais on y arrive quand même. Mais vous savez où vous voulez aller ou pas? Parce que C'est pour ça qu'il y a une commission pour l'instant, vous êtes dans la réflexion. dans la réflexion. Tout à fait. L'idée, c'est de voir si on peut en sortir ou s'il faut évoluer ou pas. Au niveau, parce qu'on écoute le consommateur, Oui, comme oui. on écoute Oh. nos Non, mais on clients. sait bien qu'il est Au niveau paumé, des consommateurs, c'est vrai qu'on voit la télévision, les gens Ouais. qui ne comprennent pas, ils voient un melon charentais Ils ne savaient pas de Charente. qui est vendu par un expéditeur de Ouais. Cavaillon et Ouais. qui vient d'Espagne. Voilà. Et bien pourtant c'est légal. Oui, Il oui. peut venir du Quercy ou de Oui. Cavaillon, ça peut les charentais. Et ça peut être un producteur qui est dans le Quercy qui fait venir du melon marocain avec charentais ou de Cavaillon. D'accord. Mais le consommateur est un peu perdu. Alors nous on s'interroge, doit-on changer? Mais peut-être ça sera non. Hein, voilà. Oui, oui, d'accord, je comprends. Ok, allez. Voilà, donc de la réflexion en perspective. Il y a du boulot. Donc, On a des débats de Medfeld pour 5 ou 6 ans, là, c'est bien. Ah, mais tout à fait. Je suis tranquille, là. Merci. Je serai spectateur, moi. Alors, commission grille de calibrage. Donc là aussi, on s'aperçoit que peu ou prou, la grille de calibrage qui existe aujourd'hui, parce que la question elle est posée de savoir si elle est toujours adaptée au marché. Donc, définir les avantages et les inconvénients de l'existant et éventuellement revisiter ou adapter la grille de calibrage qui existe, puisque comme c'est un accord interprofessionnel, celle qui nous régit aujourd'hui, elle deviendra caduque au 31 décembre 2019. Donc cette commission grille de calibrage, elle a intérêt à se réunir en 2018 pour être force de proposition lors du renouvellement de ces accords-là. D'accord ? Ça, c'est quoi? C'est Interfel? C'est D'accord. Interfel qui a, qui a la main sur les accords interpro. Voilà. Donc à la filière d'être De force de proposer proposition. pour voilà. le prochain accord. Ok. C'est la même chose que pour l'État tout à l'heure. Hein. J'ai D'accord compris, non, mais ça va. C'est quand il part en retraite, là? Tiens, ben ça tombe bien. Donc la dernière commission, animation AIM 2009, donc là c'est une commission qui a été mise en place pour assurer la transition de l'animation de l'Interpromelon pour 2019. Voilà. Donc là on passe vite. Mais non, tu nous quittes quand, alors? Tu nous quittes quand? C'est pas la question, on parle Mais de si, melon moi, ça m'intéresse. à la fin de l'année. Eh bien voilà. Bon. Donc merci de votre attention, puis excellente saison à tous pour 2018. Eh bien, merci Bernard. On se verra quand même. Bon, un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit, parce qu'après on va couper. Il y a le chef qui me fait signe là-bas.
Un dernier mot, Bernard? Bonne campagne. Un dernier mot au niveau de la saison melon. Ouais. Nous, de notre côté, on fait tout au niveau collectif pour que ça se passe bien avec nos partenaires, les centrales d'achat et les grossistes et les détaillants. C'est l'hiver qu'il faut travailler. Donc, bon, là, on le montre, mais ce n'est pas cette année qu'on a commencé à travailler. Ça fait longues années. Et c'est vrai que cette année, le fait peut-être qu'il y ait moins de surface et que ce soit les climats dans chaque pays, dans chaque saison et dans chaque région de France est à peu près le même. Si ça reste comme ça va bien s'échelonner et il y aura une consommation avec du soleil qui sera normale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le melon, depuis quelques années, depuis nombreuses années, depuis 4 ou 5 ans, il est de qualité exceptionnelle, même si le climat des fois n'est pas très bon. Donc grâce au travail des producteurs et des techniciens, on arrive à toujours avoir des melons de qualité. Et le consommateur ne s'y trompe pas puisqu'il le reconnaît à 90%. Eh bien, merci à tous. Merci Catherine Tossig, merci Myriam Martineau, merci Bernard Boredon, merci Jérôme Jostran. Bernard Miozzo, alors c'est notre dernier débat ensemble. Merci. Rendez-vous fin de l'année à Toulouse pour le pot de départ. Et en tout cas, rendez-vous tout de suite maintenant pour le pot des 10 ans de Medfel. Merci à tous.